Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier talk show by Assis. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un mot rapide sur le cadre de nos échanges aujourd'hui. Donc, je suis Laure Montigny, chargée de marketing chez Assis. Et Assis accompagne donc depuis de nombreuses années les entreprises et les organisations dans la gestion des temps, des activités et des absences au cœur des sujets RH et de planification. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée par Temps d'Avance, représenté par Annabelle, qui est un cabinet de conseil spécialisé en SIRH et aujourd'hui intervient pour sécuriser les processus et décrypter les évolutions réglementaires et accompagner les organisations face à la complexité croissante de la paye. Donc, si nous avons souhaité croiser ces deux expertises entre nous, éditeurs de logiciels de GTA, et Temps d'Avance, cabinet de conseil, c'est parce qu'on sait que 2026, ce n'est pas une simple échéance réglementaire concernant la paye, c'est un véritable tournant entre convergence paye, RH, GTA, DSN, etc., montée en puissance des contrôles, nouvelles exigences de transparence salariale et attentes accrues de fiabilité. La paye devient un sujet de pilotage stratégique pour les entreprises et les organisations. Du coup, notre objectif aujourd'hui de ce talk show, il est simple, c'est d'ouvrir le débat sans langue de bois et de répondre ensemble à une question clé. Est-ce que votre organisation, elle est réellement prête pour la paye de demain? Donc, pour en parler, on a réuni aujourd'hui des regards croisés, complémentaires et très concrets. Et donc, je vous propose de commencer par un rapide tour de table. Annabelle, je vais te laisser te présenter un petit peu rapidement. Qui es-tu et pourquoi est-ce que ton regard est clé pour la paye en 2026? Bon, alors tout d'abord, bonjour à tous. Moi, donc, c'est Annabelle Guillouet. Je suis consultante et chef de projet paye et SIRH depuis plus de 10 ans chez les intégrateurs. J'ai récemment rejoint Temps d'Avance depuis quelques mois, qui est cabinet d'experts AMOA. Alors, je vais reprendre, et je me permets là, Bien sûr. En GTA, en paye et SIRH depuis 2009. Chez Temps d'Avance, nous sommes là pour vous. Nous auditons, nous cadrons et nous vous accompagnons de A à Z sur les solutions, les éditeurs, la réglementation, jusqu'à piloter le changement, la stratégie de communication, le suivi des déploiements et la maîtrise des outils. Nous sommes votre partenaire, en fait. Et aujourd'hui, je suis ravie de partager avec vous les évolutions paye, RH pour 2026, voire plus, en misant sur des outils performants et avec un regard métier. Nathalie? Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors pour ma part, mon regard sur la paye et ses liens avec la GTA, il est aussi très terrain, car avant d'être au service produit chez Assis, j'étais côté client, en fait, j'étais de votre côté à vous, notamment en termes d'exploitation de différentes solutions de GTA, dont notre solution Chronos, et aussi de solutions paye. Et ensuite, j'ai basculé du coup sur un poste de consultante fonctionnelle au sein d'Assis, donc côté éditeur, où mon rôle était vraiment d'accompagner nos clients sur le déploiement de la solution GTA et aussi du coup les interfaces avec les outils paye, etc. Donc tout ce qui se passe finalement avant la paye pour que ça arrive correctement en paye et qu'on puisse traiter tout ça. Et donc du coup, nous aujourd'hui, côté éditeur GTA, vraiment notre rôle, c'est assurer que les données de temps, tout ce qui est absence, heures, primes, etc., en fait, elles soient justes, bien datées, exploitables quand elles arrivent en paye. Très bien, merci. Et enfin, Stéphanie. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis Stéphanie Pierroret. Donc, moi, je travaille chez Assis en qualité de RRH. Je suis arrivée il y a bientôt 2 ans. Et auparavant, j'ai eu une longue carrière à l'Olympique Lyonnais, non pas en tant que joueuse, mais en tant que RRH généraliste. Et quand je suis arrivée, en fait, j'ai été recrutée pour internaliser la paye. Donc, le premier socle vraiment qu'on a souhaité sécuriser, c'était la partie paye et administration du personnel. Et faire 20 ans de paye dans un club de football professionnel, bien évidemment, les enjeux de sécurisation sont extrêmement importants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais, à vos côtés, partager mon expérience. Très bien, merci beaucoup à toutes les trois d'être présentes pour cette table ronde. On va maintenant planter le décor. Globalement, où est-ce qu'on en est réellement pour la paye en 2026? Et Annabelle, je pense que c'est intéressant de commencer par ton point de vue. Quelles sont les grandes évolutions attendues dans la paye en 2026? Alors, merci Laure.
Oui, on va rentrer dans le vif du sujet où en effet on assiste pour 2026 à une convergence qui va être très forte entre la paye, la RH, la DSN. On parle plus simplement finalement d'une mise à jour réglementaire comme on a tous les ans, mais bien d'un changement de modèle. Je m'explique. Nous devons changer nos habitudes de travail et nous adapter avec des outils performants, de l'anticipation et des ressources métiers toujours en veille. Sur le plan paye, on a bien sûr au 1er janvier constaté de nombreuses évolutions légales et structurantes. Et on va faire un petit point récap pour, voilà, ce sont des mises à jour que vous avez réalisées dans vos outils paye et que vous devez contrôler. Donc, juste un petit laïus sur le 1er janvier que vous venez de passer, là, avec les premières payes. Nous avons eu l'évolution au niveau du plafond Sécu à 4 500 par mois. Nous avons le SMIC qui a évolué à 12,02 par heure. À contrôler et à comparer bien sûr avec vos minima conventionnels. Nous avons aussi le taux vieillesse déplafonné patronal qui a augmenté à 2,11. Les taux ATMP, bien sûr, à mettre à jour et à récupérer sur vos nettes entreprises connectées. Les versements mobilité, le taux de la rupture conventionnelle également qui a été porté à 40%, ce qui n'est pas rien avec des impacts financiers. Les fiches paramétrage, prévoyance que vous mettez à jour en début d'année, et les exos supplémentaires sur les heures supplémentaires, pardon, avec une nouveauté pour les sociétés de plus de 250 salariés qui en bénéficient aujourd'hui. Et bien sûr, le gros morceau au 1er janvier, c'est la RGTU. La nouvelle RGCP et anciennement Fillon, voilà, qui évolue tout le temps et qui, là, aujourd'hui, repose désormais sur un calcul annuel, donc pour reprendre la définition, hein, basé sur la rémunération brute d'un équivalent temps plein, avec une dégressivité lissée jusqu'à 3 SMIC, et le maintien d'un minimum d'exo de 2%. Ça renforce très fortement la dépendance et la qualité des données de paye et de GTA, puisque là encore, il faut une rigueur bien en amont, comme disait Nathalie tout à l'heure. Au niveau, donc, cette fameuse RGPU, nous avons gardé je ne vais pas vous redonner la formule de calcul, elle est, voilà, vous la connaissez, elle est assez complexe et imbuvable verbalement. Mais ce qu'on va retenir, c'est que, voilà, on garantit un seuil minimal de 2% d'exonération, bien sûr, pour les gens qui sont éligibles à la RGD, avec un coefficient de dégressivité à 1,75 qui rend la courbe plus progressive, et bien sûr le point de sortie qui est 3 fois le SMIC. Très bien. Si j'en ai pour deux, pardon, Oui, bien sûr. je finis. C'était juste pour vous donner une petite image de la RGDU avec l'impact sur les tranches de rémunération, où là, on va pouvoir constater grossièrement, si on fait un état des lieux, on va constater qu'au niveau, quand les salariés sont au SMIC, l'impact va être neutre. On ne va pas avoir de changement notable. Entre 1 à 1,32 du SMIC, donc jusqu'à 2 424 euros brut mensuel, on va avoir une perte ou un effet neutre, une petite perte. Ensuite, quand on va aller jusqu'à 3 244 euros de revenus mensuels, là, la société va pouvoir bénéficier d'un gain notable. Ensuite, on aura une autre tranche qui partira jusqu'à 4 101 euros, où là, on va avoir une perte. Et ensuite, on retrouve un nouveau bénéfice sur la tranche qui va de 4 101 à 5 469. Voilà. C'était pour avoir une petite vision sur les impacts. Bah, c'est une très bonne vision et justement par rapport à ces évolutions, donc en effet la RGDU, la partie rupture conventionnelle et aussi les indemnités journalières qui changent. Nathalie, côté GTA, comment est-ce que ces évolutions vont impacter la GTA et est-ce qu'on peut finalement encore fonctionner comme avant aujourd'hui?
Oui, alors c'est une question intéressante parce que en fait, la GTA, elle n'a pas forcément un impact direct sur toutes ces évolutions. Il y a des sujets qui sont des sujets pure paye, des histoires de taux, etc. Mais pour autant, dans la globalité de ce que décrit Annabelle, en fait, on le ressent quand même très fortement côté GTA. Nos clients nous sont de plus en plus sur des enjeux de suivi des temps et des événements des collaborateurs. Parce que derrière, en fait, tout ça, c'est qu'en 2026, on ne pourra plus trop se permettre de se dire oui, oui, on ajustera en paye, on ajustera le mois prochain, on verra, on verra, on verra. Donc du coup, ça veut dire qu'à la source, il faut vraiment s'intéresser à ce qui se passe et structurer ce qui se passe dans la GTA, puisqu'il y a d'une manière ou d'une autre une incidence finalement sur ces différents sujets. Donc du coup, la qualité de la donnée de temps, elle est finalement déterminante aujourd'hui, encore plus qu'hier, pour ne pas dire qu'elle n'était pas déjà avant. Et par exemple, voilà, une absence, une heure sup qui est mal positionnée dans le temps, bah, ça peut tout fausser. Et derrière, c'est aussi fausser les cotisations et tout ce qui s'ensuit derrière. Donc ça, ce que ça implique, c'est vraiment, ça oblige côté GTA à revoir encore des pratiques qui sont malheureusement encore trop répandues, les corrections tardives, les validations qui sont faites à la dernière minute, parce que justement, au moment où on a fait le premier traitement de paye, on se rend compte, oh mais mince, tel établissement n'a pas envoyé ses heures sup ou je ne sais quoi. Et du coup, soit en urgence, on fait à la main, soit on régénère un export bricolé, et on connaît les tensions ensuite à ce moment-là, puisqu'il y a cette échéance de faut sortir la paye et tout ce qui s'ensuit. Donc, plus globalement, en fait, il est indispensable aujourd'hui que toutes les données sociales et de temps elles soient justes dans la GTA et évidemment correctement transmises des outils maîtres de la donnée. Donc là, si on parle des données de temps notamment et des événements, c'est la GTA. Et qu'elle soit transmise, donc du coup, pardon, correctement vers les outils qui exploitent ensuite cette donnée. Donc on pense notamment justement aux outils paye, évidemment la DSN et tout ce qui s'ensuit. Donc en synthèse, je pense que vraiment côté GTA, l'enjeu en 2026 pour nos clients et pour vous, c'est d'assurer, d'optimiser tout ce qui est interconnexion et interface, puisqu'on veut l'instantanéité, de la fiabilité évidemment, et cette capacité vraiment à réactualiser les situations de manière automatisée et en fait s'éloigner de plus en plus du mode dégradé de allez, on régule la rubrique en forçant une ligne, histoire de vite sortir et pouvoir appuyer sur le bouton des virements. Très bien. Bah, merci beaucoup Nathalie. Et justement, par rapport à ça, la GTA, la paye, Stéphanie, toi en tant que RRH, qu'est-ce que cette paye en 2026 va changer dans ton quotidien? Pourquoi ça devient finalement un sujet aussi sensible? Et dans quelle mesure ça devient aussi un pilier de la marque employeur, cette paye? Alors, je dirais pas qu'en 2026. Moi, j'ai toujours eu à cœur, dans le cadre, de mon parcours professionnel, ayant démarré dans la paye, à ce que la paye finalement, soit quelque chose de juste, parce qu'on aura beau déployer, tout plein de dispositifs pour travailler sur notre marque employeur, si, tous les mois il y a des erreurs en paye, quand bien même je suis la première à dire qu'on apprend de ces erreurs, il n'empêche qu'une erreur en paye, effectivement, ça peut vite amener de la défiance de la part des équipes et conclusion sur le lien de confiance qui est important pour moi à avoir en tant qu'RH avec les équipes. Bien évidemment, ça peut le mettre à mal. L'autre aspect, c'est que de mon expérience passée, lorsque j'étais sur un poste de gestionnaire de paye, j'avais en charge le paramétrage. Et on faisait de la bricole, très clairement. Et aujourd'hui, je ne m'amuserai plus à faire, de la bricole parce qu'en fait, tout étant intrinsèquement lié et depuis l'arrivée notamment de la DSN, il faut que les données soient fiables. Donc c'est vrai que là, en arrivant chez Assis, on passe par l'intermédiaire d'une solution qui est paramétrée par un spécialiste et je dois avouer que c'est confortable, ce d'autant plus que dans des structures de type PME, ETI, bah, vous avez un service RH, mais en général, vous n'avez pas un spécialiste qui va savoir faire la paie, puis celui qui va savoir gérer les relations. Voilà, c'est un RRH généraliste qui va être un peu touche à tout et je trouve que ça permet quand même vraiment de sécuriser et ça, pour moi, c'est un enjeu fort. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour ces premiers éclairages sur ces évolutions en 2026. On comprend donc finalement que la paye elle est de plus en plus dépendante de ce qui se passe en amont. Et justement, il y a une chose qui arrive en 2027 qui est assez important, c'est ce fait générateur. Et Annabelle, concrètement,
Qu'est-ce que c'est le fait générateur et pourquoi il devient central à partir du 1er janvier 2027? Pourquoi est-ce qu'il faut s'y préparer dès maintenant? En fait, bah oui, j'allais rebondir. Laure, c'était exactement ça. C'est vraiment les contrôles en amont et la paye ne sera plus la solution de facilité pour régulariser les anomalies. Parce que oui, 1er janvier 2027, à l'heure actuelle, hein, peut-être que on verra si c'est repoussé ou pas, mais le fait générateur va rentrer en vigueur et il faut bien comprendre que c'est une notion centrale en paye et en DSN. Par définition, le fait générateur, en fait, c'est l'événement réel. Donc, une absence, une heure supplémentaire, une prime, une entrée, une sortie, qui déclenche, en tout cas, un droit ou une obligation et auquel un élément de paye doit être attaché. Ce qui sous-entend, en fait, que tous les éléments de rémunération, que ce soit brut ou net, doivent être attachés à une période de paye, de façon à ce que l'élément de rémunération donc, soit rattaché au mois de l'événement, où ça s'est produit et non pas quand on le paye. Et ce rattachement conditionne l'application des bonnes règles de cotisation, de plafond et d'exonération. Ce qui rejoint un peu aussi le sujet de la fin des bruts négatifs. Il y a de plus en plus de contrôles avec des anomalies, voire bloquantes, aujourd'hui, avec les bruts négatifs. Et en fait, sur le principe, ce n'est pas de toute façon cohérent d'avoir des bruts négatifs. Si chaque événement était vraiment rattaché à sa période, de toute façon, nous n'aurions pas de difficulté, on va dire. Voilà. En gros, hein, c'était pour expliquer le fait générateur. Mais ça va avoir un impact vraiment énorme au niveau de la paye, puisque bien Mmh. sûr, l'ensemble des composantes va être recalculé dans la paye. C'est-à-dire qu'on va avoir un impact au niveau des cotisations sociales, des assiettes de cotisation, des plafonds, sur la RGDU, sur les IJSS. Y compris les droits sociaux, donc les subros, le net social, les droits à la retraite, les droits à l'assurance chômage, etc. Ça va être très, très lourd. Mais ceci dit, euh, on a le temps, Mmh. mais en fait, c'est là où il faut bien comprendre. Et là, d'où mon intervention tout à l'heure sur changer les habitudes, parce que voilà, on a conscience qu'il y a encore des évolutions à venir. On a le temps, les éditeurs sont à fond, travaillent dessus, bien sûr, et on sera prêt en temps voulu, sans souci. Mais voilà, c'est pour se conditionner, on va dire. Très bien. Et justement, Nathalie, par rapport à ce fait générateur, où se situent aujourd'hui les principales difficultés entre la GTA et la paye sur ce sujet du fait générateur? Alors, déjà, ce qui est important, c'est de se rappeler ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, sur le terrain, finalement, la difficulté qu'on rencontre le plus souvent, c'est, et d'ailleurs qui est la plus compliquée à identifier pour les équipes paye et qui vont appeler le manager pour savoir ce qui s'est passé, c'est quand la donnée, elle est correcte dans la GTA, mais pas en paye. Et donc, du coup, on a un trou entre les deux et on se demande qu'est-ce qui s'est passé. Donc pourquoi en fait? Déjà, le premier sujet, c'est déjà, est-ce qu'elle a été transmise correctement à la paye? Ce qui n'est pas toujours gagné parce que suivant les process qui sont mis en place, finalement, c'est tout simplement ça, si je puis dire, qui n'a pas correctement fonctionné. Et, et sinon, si elle est partie, c'est qu'elle est soit pas rattachée au bon événement, pas au bon moment. Et là, on rejoint aussi ces enjeux qui vont nous amener petit à petit vers ce sujet ici du fait générateur. Et notamment, si une absence qui est saisie tardivement, une correction qui est faite sur le mauvais mois, tout ce mécanisme qu'a expliqué Annabelle, et ben là, il y a tout qui se dérègle, du coup. Donc on va vraiment avoir un enjeu là, côté GTA, d'être capable à la fois d'avoir des process qui nous permettent de garantir le bon moment, la bonne instantanéité de la donnée, mais aussi de s'assurer qu'on la fait transiter correctement. Et en fait, les interfaces historiques qui sont assez figées, hein, principalement, on a des interfaces, des fichiers plats, des choses comme ça. Ça a des limites aujourd'hui par rapport à cette logique de fait générateur. Et notamment parce qu'on passe progressivement d'une logique de cumul mensuel à une logique beaucoup plus événementielle. Même l'occurrence d'heures sup, etc., il va falloir vraiment être dans des process où on est capable d'identifier le rattachement, etc. Donc, ça va forcément impliquer des évolutions des systèmes SIRH en général.
Dans un premier temps, il y a des sujets notamment pour les clients qui ont aujourd'hui des interfaces entre la GTA et la paye en fichier plat. On ne dit pas forcément que l'idée, c'est de changer tout de suite. C'est des gros projets, hein, de changer des systèmes d'interface, mais c'est au moins de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, nos interfaces fichiers plats, est-ce que notre éditeur GTA et notre éditeur Pay sont tous les deux bien alignés et vont pouvoir, du coup, nous gérer cette gestion du fait générateur, donc pouvoir identifier dans le fameux fichier plat à la bonne ligne, vous savez, les fameux tableaux, les extractions qui nous rendent un peu tous fous, et savoir qu'à côté de la bonne rubrique, on aura le bon rattachement au bon mois de paye. Parce Et du qu'aujourd'hui, coup, les ouais, bonnes informations en et DSN les avec bonnes, des exactement. blocs. Tout à fait, tout à fait. Ça. Parce que ce qu'il faut quand même être conscient, c'est qu'aujourd'hui, tous les éditeurs paye ne génèrent pas, pardon, dispose pas forcément encore de flux avec les éditeurs de GTA intégrant de la rétroactivité. Et là, évidemment, hein, c'est le mot crucial là, quand on parle de GTA et de fait générateur vers la paye, c'est aussi cette notion de rétroactivité. Comment est-ce que demain, une fois qu'on a fait une régule finalement dans la GTA, on va pouvoir la récupérer pour l'implanter au bon endroit dans la paye pour assurer ce respect du fait générateur. Et derrière, évidemment, si on fait la step d'après, et certains peut-être d'entre vous y sont déjà, la step d'après, en fait, c'est on arrête avec ces fichiers plats et en fait, on commence à accélérer de fait vers tout ce qui est SaaS comme modèle, en fait, hein, et aussi, évidemment, après, des connexions API et différentes évolutions technologiques et d'autres arriveront aussi au fur et à mesure demain, mais le modèle va forcément changer avec ce fait générateur. Très bien, merci beaucoup Nathalie. Juste avant, j'avais une question pour toi Stéphanie, mais je vois que sur la partie conversation, il y a pas mal de questions qui reviennent sur ce fait générateur, donc je propose qu'on les aborde dès maintenant. Je pense que Annabelle, tu vas pouvoir nous apporter tes éclairages dessus. Et justement, sur la partie rétroactivité dont tu parlais Nathalie, le fait générateur, est-ce qu'il sous-entend qu'un événement de décembre 2026 va être soumis à des cotisations de 2026 sur une paye de janvier 2027? Comment est-ce que ça va se passer justement ces changements d'année, ces rétroactivités par rapport au fait générateur? À aujourd'hui, oui, c'est le souhait que veut le gouvernement, c'est-à-dire des payes justes. Mmh. C'est-à-dire que si on fait une régule au mois de mars pour un événement qui s'est passé en janvier, on doit impacter non pas le plafond du mois de mars, mais le plafond, les cotises, les assiettes qui avaient été calculées sur janvier et régulariser, en fait. Euh, on veut une paye précise euh, et transparente, en fait. D'accord, très bien. Je ne sais pas si ça répond tout à fait, mais oui, oui, en effet, vous Il va allez pas, falloir ça, faire de ça la va être, rétroactivité sur les événements pour que tout soit bien calé au bon moment, aux bons endroits. c'est ça. Et avec les bons montants associés jusqu'à la déclaration en DSN avec rattaché à leur fameux bon bloc de période. Très bien. Et du coup, Sur cette la DSN, DSN du mois, bien sûr, mais qui sera rattaché à des périodes, les bonnes périodes, la période de l'événement. très bien. Eh bien, ça répond aussi à la question d'après qui était sur la régularisation de la DSN justement par rapport à ce fait générateur qui va aussi impacter donc la DSN. Ah oui, ça impactera la Mm. DSN et il y aura une automatisation, bien sûr. Les éditeurs travaillent dessus et puis aujourd'hui, on fait déjà des régules sur Mhm. des périodes précédentes où ça déclenche des blocs sur de nouvelles périodes. Ce sera pareil. Il faut, bon après, c'est un gros travail pour nos éditeurs de paye et qui vont être obligés justement de se rapprocher de plus en plus des éditeurs de GTA comme vous. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour tous ces éclairages. Côté un peu plus opérationnel, un peu plus RH, Stéphanie, si justement demain on te parle d'une absence ou d'une heure supplémentaire détectée plusieurs mois après sa réalisation, qu'est-ce que ça implique concrètement pour toi, pour tes équipes? Alors, ton micro est coupé pour information. Pardon, merci. Alors, euh, qu'est-ce que ça va impliquer? Ça va impliquer déjà que je vais m'interroger pourquoi
si tu parles d'une absence ou d'une heure supplémentaire a été oubliée, parce que pour moi, c'est des éléments qui ne doivent pas être oubliés, puisque ça impacte la vie du collaborateur. Et donc, je m'interrogerai en fait sur le suivi au niveau managérial de la vie de l'équipe. Ensuite, ça va aussi me questionner justement sur l'importance d'avoir un outil de suivi qui permette aux managers de pouvoir piloter le temps de travail de leurs équipes. Et là, si je partage mon expérience justement à l'Olympique Lyonnais, j'ai commencé sans GTA à l'OL, surtout dans le secteur de l'événementiel, avoir un accord sur le temps de travail, une GTA. Je pense qu'on avait vraiment été les précurseurs à l'époque, en tout cas dans le football professionnel. Et je n'aurais pas déployé mon accord sur le temps de travail sans mise en place d'une GTA en parallèle pour justement pouvoir assurer le suivi des temps d'activité ou bien d'absence. Et à ce moment-là, c'est m'assurer que pour les parties prenantes, donc que vont être les managers ou les assistantes de service dans le suivi de l'activité des équipes, elles aient bien accès à toutes les données et qu'elles sachent se servir de la GTA parce que ça, c'est un élément fondamental, surtout après quand il y a de l'interface qui se crée en automatique entre la GTA et la paye pour gagner du temps côté paye. Très bien, merci beaucoup Stéphanie. Et justement, donc par rapport à l'implication des managers, Nathalie, tu en as parlé un petit peu auparavant sur l'interopérabilité pardon, entre les logiciels de GTA et les logiciels de paye. C'est finalement aujourd'hui une solution qui devient inévitable d'avoir une vraie interopérabilité entre ces logiciels. Et sur la partie données, justement, on en a beaucoup parlé. Comment, Nathalie, on peut sécuriser ces données avant même qu'elles arrivent en paye et finalement, quel rôle jouent les workflows et les validations dans une GTA pour envoyer les informations à la paye? Alors, sur ce sujet, vraiment, là, pareil, c'est un peu comme Stéphanie. Moi, j'ai des réminiscences, justement, quand j'étais vraiment sur le terrain. Et je me souviendrai toujours de ce côté où le mois passe, on est premier jour de paye, on a en général 2 journées pour préparer les payes. Et puis là, c'est le moment où on se rend compte que telle personne n'a pas validé telle chose, tel manager n'a pas reçu le courrier d'un tel, etc. Et c'est panique à bord. Je ne sais pas si ça parlera à certains d'entre vous, mais finalement, du coup, ce que je veux dire par là, c'est que pour sécuriser la paye, pour moi, le vrai levier, c'est pas de multiplier les contrôles après coup et pendant la paye en courant avec cette échéance importante qui est, comme je disais tout à l'heure, de faire lancer les virements à la fin des 2 jours de paye, mais c'est de fiabiliser ce qui se passe avant. Et notamment, en fait, tout ce qui est les workflows, les processus avec validation dans la GTA, s'ils sont organisés, partagés, suivis, en fait, ils permettent justement de capter toutes ces anomalies au bon moment. Et je disais toujours aussi, si finalement on s'est rendu compte au fur et à mesure du mois que telle étape du processus, elle n'est pas passée, en fait, on a le temps du coup de la corriger, d'appeler le manager, de faire le point sur le pourquoi, sur le comment, et histoire d'avoir quasiment tout propre, justement au moment où on démarre le traitement de paye de fin de mois, quoi. Donc, il faut vraiment considérer que ces workflows, c'est vraiment un filet de sécurité. Du coup, derrière tout ça, au-delà de respecter les workflows, remplace pas le contrôle métier. Ça aussi, très souvent, moi-même en tant que cliente à l'époque, qui n'avait pas forcément le même regard que j'avais aujourd'hui, et mes clients aussi ensuite par la suite, me disaient mais c'est bon, on met tout en automatique, tout va bien se passer. Sauf qu'aujourd'hui, ça remplace pas le contrôle métier. Donc, ça permet certes l'automatisme de réduire les erreurs humaines du fameux j'ai forcé la rubrique de paye, mais du coup, si on n'a pas fait les contrôles et que dans tous les cas, dans la GTA, la fameuse heure en plus, elle n'est pas saisie, et ben, elle ne risque pas d'arriver. Tout automatisme qu'il y a en place. Donc finalement, l'important, c'est bien d'intégrer les workflows nécessaires, et ça à un processus effectivement automatisé au maximum.
Donc, et d'ailleurs, on le voit, hein, souvent nos clients, ils concentrent beaucoup d'efforts dans la GTA, donc ces derniers jours avant la paye, ils relancent, etc. Là, pareil, hein, ça vous parlera aussi à certains d'entre vous. Vite, envoie un mail à un tel, il n'a pas envoyé sa fiche un tel ou je ne sais quoi, sur cette espèce de liste de contrôle qu'ils ont eu, parce qu'au fur et à mesure de s'être un peu, Stéphanie disait aussi, à force, on apprend, bah oui, du coup, il y a la liste de tout ce qui ne se passe pas bien, on va essayer de corriger. Et finalement, si on prend le problème dans l'autre sens et on installe des choses qui vont permettre de construire des process internes, d'engager tout au long du mois les différentes parties prenantes. Donc, ça parle aussi du manager qui va suivre l'absence du collaborateur ou le fait qu'il ait pointé ou déclaré du temps en plus. Et comme ça, on anticipe et on ne corrige pas finalement. Mhm. Et si ces workflows ils sont respectés et les contrôles ils sont faits au bon moment et régulièrement, et ben, tout est finalement sécurisé et validé. Et après, derrière, bah, si la fameuse interopabilité, excusez-moi, il est dur à dire ce mot-là, Ouais, entre les outils, elle est construite et éprouvée en amont, bah, en fait, on limite drastiquement toutes les erreurs au moment des clôtures de paye. Et ben, les bureaux de paye, là, justement, ils sont un peu moins sous tension. Parce que ça aussi, je pense que ça parlera à tout ça. Les fameux 2 jours de paye, c'est toujours bien tendu dans les bureaux de paye. Oui, tout à fait, Nathalie, merci beaucoup. Et justement, Stéphanie, tu parlais justement de la mise en place de la GTA quand tu étais à l'Olympique Lyonnais. Nathalie vient de parler du temps qu'on peut perdre et de la facilité que la GTA vient permettre de gérer tout ça. D'un point de vue RH, toi qui as connu la partie un petit peu faite à la main, artisanale avec Excel, qu'est-ce que ça change finalement la mise en place d'une GTA par rapport aux pratiques d'un point de vue RH, d'un point de vue opérationnel? Alors là, c'est vraiment pour moi un fait qui a été marquant dans le cadre de ma première partie de carrière professionnelle, puisque avec mon équipe, nous avions donc pour objectif de mettre en place l'outil GTA pour assurer le suivi de notre accord sur le temps de travail. Et est arrivée la crise Covid en plein milieu de notre projet. Et là, on s'est questionné, qu'est-ce qu'on fait? On arrête le projet GTA ou on continue? Un peu contre vent et marée, j'ai dit à mon équipe: «Il faut qu'on continue» parce qu'on venait de passer un premier mois de paye, mars 2020, où, on collectait, l'information liée à l'activité partielle via des tableaux Excel qui étaient de plus ou moins bonne qualité et on a passé un temps infini à enregistrer à la mano tous les temps, sur la plateforme, Mhm. dédiée à l'activité partielle. Et ça nous a tous marqués, je pense profondément marqués parce que, quand la GTA est arrivée, donc, on a poursuivi notre projet GTA, d'implémentation de la GTA et donc notre projet GTA a vu le jour, et est entré en prod en juillet 2020 et quand il y a eu un nouveau confinement et donc, de nouvelles galères liées à l'activité partielle, là, on a vraiment pu mesurer les bénéfices liés d'avoir basculé le suivi du temps de travail via la GTA parce que tout était automatisé, tout se ressemblait et je n'avais plus des tableaux Excel dans tous les sens et donc forcément, c'était beaucoup plus facile pour les équipes RH à suivre. Super, merci beaucoup pour ce retour d'expérience très riche et je suppose très intéressant pour nos auditeurs. Annabelle, sur la partie interopérabilité, on parle beaucoup aujourd'hui d'automatisation, d'API, on en a parlé avec Nathalie. Jusqu'où on peut aller sans perdre notamment le contrôle métier qui quand même reste assez important dans la paye? Bah, c'est vrai que cette automatisation des échanges entre la GTA et la paye, elle est indispensable en fait aujourd'hui, heu, pour répondre à ces fameuses exigences réglementaires. Mais automatiser ne suffit pas, enfin, ça suffit pas. Il faut vérifier, par un contrôle métier. On est, expérimenté et on se doit de contrôler. Mais c'est justement là l'intérêt de la GTA qui va nous faire gagner ce temps précieux en contrôle métier. La technologie fiabilise les flux, on est d'accord, mais la responsabilité en fait reste humaine. Mmh. Très bien. Et justement, tu parlais justement de contrôle, de transparence, de fiabilité humaine et cetera. Aujourd'hui, la transparence, salariale, on en Mmh. entend énormément parler. Elle arrive en juin 2026. C'est souvent présenté un petit peu comme le buzzword de l'année. Mais concrètement, Annabelle, qu'est-ce que ça change pour les équipes, paye, RH et GTA, cette transparence salariale? Ah bah là, ça signifie que, il va falloir, quand même calibrer toutes les classifications métiers et pouvoir,
En fait, on va pas, cette transparence salariale qui est issue donc, de la directive européenne, donc elle se transpose en droit français au 7 juin, donc on va bien la mettre en place. Alors, elle signifie pas que tous les salaires doivent être identiques, hein, mais que l'entreprise doit être capable de démontrer que les écarts de REM, qui reposent sur des critères objectifs et non discriminants, doivent être traçables également. On doit pouvoir recueillir ces critères d'évolution, ils doivent être lisibles, on doit pouvoir récupérer ces critères qui sont de performance, de montée en compétences, de responsabilité, sur des périmètres managériels également et des expertises techniques. C'est une formalisation qui va réduire les écarts injustifiés et qui va conserver une équité, enfin, ils veulent une équité interne. Les entreprises de plus de 50 salariés vont être obligées de communiquer des fourchettes de rémunération dès le recrutement. Donc là aussi, ça va ouvrir, depuis l'annonce jusqu'à la personne qui est en poste doit pouvoir recueillir, si elle le souhaite, le niveau de rémunération de son collègue. Et attention, il y a toute une réglementation qui va y venir et qui va y découler. C'était dur aussi, excusez-moi, j'ai un peu soif. Par catégorie de poste, on va corriger ensuite si les sociétés ont un écart de plus de 5%. Là, ils seront tenus de corriger et de justifier, en fait. D'accord. Justifier cet écart. Très bien. Oui, pour l'instant. Je vais revenir à vous si Parfait. je ne sais pas si Oui, il y aura Nathalie peut-être d'autres ou questions qui Stéphanie arriveront voulaient sur la rebondir, mais transparence, mais très intéressant. Justement, tu parlais de traçabilité, Annabelle, pour justifier ces écarts de rémunération potentielle. Je crois savoir, Nathalie, que la traçabilité aujourd'hui, en dehors de la paye, de manière un peu plus globale, ça devient une exigence cliente forte, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, le point de départ, finalement, c'est de ne pas oublier que la transparence salariale, elle ne crée pas les erreurs, elle les rend visibles. D'accord, c'est tout l'enjeu. D'accord, cette visibilité qui peut nous faire peur aujourd'hui, en tout cas en posture client, en posture RH. Et pour pouvoir expliquer un écart, il faut être finalement capable de retracer l'historique de données. Et du coup, c'est ça qu'on retrouve en ce moment côté GTA et nos clients. Ils nous demandent de plus en plus, j'ai besoin de savoir qui a modifié quoi, quand, pour quelles raisons. C'est vraiment c'est les 3 clés indispensables pour pouvoir faire l'analyse et du coup pouvoir consolider en fait après tous ces sujets de rémunération. Donc du coup, sur ce sujet de la traçabilité, ça va vraiment au-delà des enjeux de la transparence salariale, parce qu'il y a aussi vraiment des enjeux de aussi pourquoi est-ce que on a changé le planning d'un tel à tel moment, les réorganisations. Aussi, Stéphanie, je crois tout à l'heure, parlait de pilotage. La traçabilité, en tout cas, on l'entend à tous les niveaux et pas que de la transparence salariale. On a besoin, là aujourd'hui, nos clients maintenant parlent de piloter, pas juste de saisir et envoyer des choses. Ils veulent piloter, être maîtres et conscientiser, entre guillemets, tout ce qui se passe dans leurs établissements, dans leur activité en général. Et du coup, si on revient vraiment sur le sujet de la transparence salariale et tous ces sujets-là, il y a vraiment des enjeux aussi donc dans la GTA autour de tout ce qui est heures sup, primes, les majorations. Là, nos clients, ils veulent savoir et retracer en fait dès l'origine de l'événement le fameux qui, quoi, quand et pour quelles raisons. Et donc, c'est autant d'éléments en fait qui viennent s'ajouter évidemment à l'analyse nécessaire autour de ces écarts de rémunération avec les corrections de temps de travail, etc., qui sont finalement un petit peu nécessaires pour démystifier ce qui est parfois une boîte noire. Si aujourd'hui on n'a pas de traçabilité du tout sur nos données, et bien là encore une fois, bon courage parce que c'est toujours des moments très difficiles quand il faut, même en termes de contrôle, hein, parlons aussi de ça. Hein, voilà. Et l'employeur doit justifier pourquoi il est supérieur à 5%, corriger, et risque même des impacts financiers finalement. C'est une obligation. Et c'est vrai que du coup, par rapport à cette obligation dont vient de parler Annabelle, on a vraiment un changement de paradigme où avant la GTA, c'était plus vu comme ah oui, c'est l'outil de saisie, comme ça, sur les établissements, sur le terrain, ils vont saisir tout ça. En fait, là maintenant, la posture, elle change. La GTA, elle devient un outil de preuve, pas seulement de saisie.
Et Voilà. les modules talents également, avec le Mm. CRH Mhm. qui va amener toute cette traçabilité et cette historisation de la rémunération, des performances. Mhm. C'est vrai que là, les outils vont devenir indispensables, en fait, hein. Ça, c'est clair. Oui, complètement. Et justement, donc on parlait de traçabilité, on parle, il y a beaucoup d'évolution, les outils sont là pour aider. Un peu plus tôt, sur la partie du fait générateur, on parlait de la DSN qui allait également évoluer. Si je ne m'abuse, donc il y a un nouveau calendrier de la DSN de substitution en 2026, Annabelle. On- Oui. Qu'est-ce qui va réellement se Ah, passer à partir de mars et pourquoi c'est un sujet clé? alors, à partir de mars, les entreprises vont recevoir des comptes rendus métiers annuels qui concerneront l'année 2025, qui a été établi à partir de toutes les DSN que vous avez transmises, hein, sur l'année 2025. Et vous allez disposer d'un délai de 2 mois pour analyser et corriger les anomalies détectées, s'il y en a. Bien sûr, s'il n'y a pas d'anomalie détectée, vous ne recevrez pas de CRM. Il y a deux options. Quand vous recevez le CRM avec ces anomalies détectées, soit l'option vous corrigez votre DSN et vous envoyez via une DSN rectificative et vous corrigez vous-même vos anomalies, ou soit vous n'êtes pas d'accord avec les anomalies détectées dans votre CRM, et là, dans ces cas-là, vous formulerez une position motivée, on appelle, euh, et pour vous opposer en fait à à ces anomalies. Il faudra les justifier. Et là, attention, parce que l'URSSAF doit vous répondre, hein, mais bien sûr, si elle ne répond pas, ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord. Enfin, c'est encore en plein. Ils sont en train de mettre à plat les choses quand même. Et là, si vous ne justifiez pas, si vous ne faites pas de DSN rectificative, eh bien, c'est l'URSSAF qui prend le relais et qui va elle-même vous envoyer une DSN de substitution et qui calculera pour vous. Donc, ce qui est fortement déconseillé, on maîtrise notre paye et encore une fois, c'est notre responsabilité. Très bien. Donc, il peut y avoir en plus des conséquences financières, donc Mhm. forcément. Donc, voilà. Après, attention, la DSN de substitution, elle va concerner les données nominatives sur le brut, le net social et le rattachement temporel. C'est pas toutes les données de DSN. On y va au fil de l'eau. D'accord, OK, très bien. Et justement, par rapport à cette DSN de substitution, tout à l'heure, il y a une question qui est arrivée, mais j'ai préféré attendre un petit peu pour la poser puisque, je savais que tu allais, aborder ce sujet. Par rapport au fait générateur, quel va être le risque, par rapport à la DSN de substitution? Qu'est-ce qui va se passer finalement en 2027 entre, la DSN de substitution et le fait générateur? Ah bah tout est croisé, tout est coordonné. On veut une paye juste. Et sur les bons mois de cotisation, avec des impacts forcément pour tous les organismes Mmh. sociaux, l'URSSAF, les retraites, etc. D'accord, OK, très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On a fait le tour d'un petit peu, tous les sujets justement sur cette paye en 2026 et ce qu'elle va changer. Pour un petit peu conclure avant de passer à la partie, des questions, en une phrase, selon vous, quel serait, le réflexe clé à adopter dès maintenant, pour, être prêt pour la paye de demain, Annabelle? Déjà, une veille réglementaire, ça c'est inévitable. Il faut suivre les actualités qui bougent très très vite. Euh, Personnellement, mais là je pense que c'est plus le rôle de Stéphanie, mais je me rapprocherai de mes éditeurs. Mmh. Et il faut commencer à voir et à planifier une feuille de route avec des planifications, que ce soit pour la transparence salariale. C'est plein de choses à mettre en place et à anticiper et à préparer. Donc, il y a plein de choses à faire. Ça va être très riche. Alors, encore une fois, on est là pour vous, que ce soit les temps d'avance, que ce soit vos éditeurs de GTA, de paye, etc.
faites-vous accompagner. Ça va être, c'est normal, c'est un métier à part entière aujourd'hui qui se complexifie de plus en plus, mais je dirais qu'on doit rester positif. Pour le coup, avoir échangé, ensemble, à plusieurs reprises, heu, voilà, c'est des évolutions où on y va, dans l'ordre, où ça fait peur, mais c'est comme quand on a mis en place la DSN. On y est allé en 3 phases, on a pris le temps, ça paraissait insurmontable et au final, aujourd'hui, ça fonctionne. On on est à l'aise et tout le monde a gagné un temps fou. Très bien, bah, merci beaucoup pour cette ouverture. Nathalie, côté GTA, côté éditeur GTA, quel est, pour toi le réflexe clé à partager? Alors, je vais en partie paraphraser Annabelle, en tout cas sur le côté, effectivement, rapprochez vos éditeurs. Nous, chez Assis, effectivement, on commence les dialogues avec les éditeurs Pay, tout ça, mais si aujourd'hui vous n'êtes pas avec nous, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos éditeurs et GTA et Pay. Vous assurez qu'aujourd'hui, est-ce que les flux fonctionnent et permettent de gérer toutes ces choses-là, dont le fait générateur, et si ce n'est pas le cas, que des choses soient engagées au plus tôt, puisque vous le savez, hein, quand il s'agit de faire évoluer techniquement des flux, c'est pas toujours des choses qui se font en un claquement de doigts, ni pour l'éditeur Pay, ni pour l'éditeur GTA. Et globalement, sur quelque chose que vous avez peut-être encore plus facilement la maîtrise, c'est de votre côté de renforcer vraiment la fiabilisation des données en amont. La préparation, on l'a dit, hein, préparer tout au fil de l'eau du mois, cette fameuse paye, ça se prépare tous les jours avec les différents workflows et cette interopérabilité à la fin, justement, pour gérer tout ça. Très bien, merci beaucoup. Et enfin Stéphanie, sur la partie métier, quel serait finalement ton conseil en tant que RRH par rapport à toutes les discussions qu'on a pu avoir et par rapport aussi à ton expertise? Alors moi, ça serait surtout à destination, on va dire, des directions des PME, ETI, de vraiment prendre en considération que la paye est un métier à part entière dans la RH, qui s'est énormément, structuré, professionnalisé et on va dire, informatisé. Puisqu'il faut aussi avoir maintenant des notions pour aller paramétrer les blocs de régularisation en DSN. Enfin, c'est vraiment plus une paye presse-bouton depuis déjà des années, mais moi, Oui. quand je vois là toutes les évolutions, surtout celles attendues entre 2026 cette année et 2027, c'est vraiment sécuriser la paye, notamment en faisant appel à des prestataires dont c'est le métier, le cœur de métier et qui peuvent vraiment aider. Et le deuxième aspect, par contre, là, c'est aussi 20 ans d'expérience dans la paye, c'est de se dire qu'à chaque changement, on y est arrivé. Annabelle, tout à l'heure, parlait de la DSN, qui avait effectivement été un gros chantier. On y a tous gagné parce que moi, j'ai connu l'ère du papier, hein, de toutes les déclarations papier. Et ensuite, on a eu le prélèvement à la source aussi. On se disait, mais comment on va faire? On y est arrivé. Donc là, je pense que sur la partie fait générateur, on y arrivera aussi. Simplement, il faut laisser le temps au temps. Très bien, merci beaucoup Stéphanie. Donc, en effet, hein, cette année 2026, elle est charnière. La paye, devient plus que jamais un enjeu, stratégique et finalement, comme on a pu le dire, ceux qui s'y préparent maintenant auront une longueur d'avance demain. N'hésitez pas encore une fois, comme le disaient Annabelle et Nathalie, de vous appuyer sur vos éditeurs de logiciels. S'équiper aujourd'hui devient, nécessaire pour, Oui. faciliter l'ensemble de ces sujets et c'est exactement ce dont on vient de parler, aujourd'hui. Une petite question qui, est arrivée justement à propos de la DSN. Pour toi, Annabelle, on aura jusqu'à quand pour corriger, les CRM et quand est-ce qu'on aura le récapitulatif de ces CRM? Alors, on les reçoit en mars et vous avez 2 mois pour corriger. Alors, regardez, hein, je sais que Net Entreprise a mis à dispo une aide où vous pouvez déposer, vos, CRM annuels et ils vont vous guider, vous accompagner, dans le traitement de ces fameuses anomalies. Je sais qu'il y a des outils, ils sont en train de mettre à disposition des petites aides comme ça, parce que c'est pas toujours évident. Hem, donc oui, voilà. Très bien, parfait. Merci beaucoup pour cette Donc 2 réponse. mois pour, oui, pour répondre, pardon. Pour, 2 2 mois mois donc, pour 2 corriger mois et pour corriger, la paye très et bien. lancer soit une DSN de restitution, soit un formulaire,
d'opposition contre ces anomalies. Et si vous ne répondez pas, par contre, ça veut dire que l'URSSAF recalculera elle-même. Très bien, parfait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à temps d'avance, représentant par toi, Annabelle, pour cette Merci à participation vous. à cette première table ronde. On espère qu'on a pu répondre à toutes vos interrogations sur cette paye en 2026, sur tout ce qui va être voilà, transparence, fiabilité, innovation de cette paye en 2026 qui va beaucoup bouger. Nous, donc, à 6, on reste disponible si jamais vous avez des questions ou si vous souhaitez être équipé côté GTA. Nos équipes sont là pour vous accompagner dans ces projets-là. Merci beaucoup à Stéphanie et Nathalie pour votre expertise également. Et comme je Merci. vous le disais en introduction, cette présentation sur replay vous sera envoyée à l'issue de cette table ronde. Merci à tous pour votre participation. Je vous souhaite une très bonne fin de journée à tous et on espère vous retrouver bientôt pour d'autres sujets autour de d'autres tables rondes qu'on fera tout au long de cette année 2026 avec Assis.